BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Tous, si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Au sommaire du jour, les cryptos stockés sur les plateformes d'échange centralisées ont atteint un seuil particulièrement bas cette année, notamment depuis la chute de FTX. Face à cette crise de confiance, Binance aurait-elle trouvé la solution ? Décryptage dans quelques instants avec Lilian Aliaga. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Tu es journaliste chez Cryptost. Que penser de la hausse du Bitcoin à laquelle on assiste depuis quelques mois ? Est-elle solide ? Est-elle durable ? Plus 110% en un an, on le rappelle, et on tourne aujourd'hui autour des 35 400 $. Laurent Ovion, directeur innovation et crypto chez DLPK. Bonjour Laurent. Bonjour Amaury. Vous nous donnerez votre vision des choses et on parlera bien sûr aussi avec vous des CGP dans la crypto. Lilian, on parlera aussi de Kraken et Avalabs. Mais d'abord, Binance, la plus grande plateforme d'échange centralisée de crypto, lance un portefeuille auto-hébergé. Ce serait un pont entre des services centralisés et décentralisés. Lilian, concrètement, comment ça va marcher ? Alors, déjà, il faut dire que c'était une annonce qui était quand même très attendue par la communauté crypto, parce que Binance en avait fait pas mal la promotion, notamment sur les réseaux sociaux, avec une petite vidéo assez mystérieuse. Et donc, finalement, déception quand même ce matin quand on apprend que c'est simplement un wallet Web3, comme on en connaît beaucoup. Donc c'est un portefeuille numérique qui permet de stocker ces crypto-monnaies et d'interagir avec des applications de finances décentralisées, donc sur la blockchain concrètement. Alors c'est un portefeuille qu'on appelle auto-hébergé, c'est-à-dire que ce sont les utilisateurs qui ont la responsabilité de stocker la clé privée de ce portefeuille. La clé privée, globalement, c'est vraiment la clé qui permet aux utilisateurs d'avoir accès à leurs cryptos, de les bouger. Donc c'est forcément, si vous perdez votre clé privée, c'est perdu, vous avez perdu vos cryptos. Jusqu'ici, Binance, comme toute autre plateforme d'échange de crypto-monnaies, n'utilisait pas ce système-là. En tout cas, quand vous aviez des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange centralisées, vous n'aviez pas accès à votre clé privée. C'est justement tout le cœur de la problématique avec FTX. Donc là, c'est un wallet, wallet Web3 pour interagir avec des applications de finances décentralisées et surtout pour eux, pour faire le pont entre le monde de la finance décentralisée et le monde plutôt centralisé de Binance. C'est ce qu'on appelle en anglais Decentralized Finance, donc vraiment la finance décentralisée par le biais d'une entité centralisée comme Binance. Donc voilà, ça permettra aux utilisateurs de Binance d'avoir accès à tout le monde de la finance décentralisée plus simplement, concrètement. Donc, pont entre la finance centralisée et la finance décentralisée, mais ce qui pourrait être surtout intéressant pour les utilisateurs du coup de ces plateformes centralisées, notamment après tout le scandale FTX, où on le rappelle, FTX aurait, je parle au conditionnel, mais aurait détourné des fonds, en tout cas utilisé des fonds des clients alors qu'ils n'en auraient pas le droit. Là, ça veut dire qu'avec cette solution-là, les clients de Binance, en l'occurrence, posséderaient réellement leurs fonds. Ça veut dire que Binance n'aurait pas accès à leurs fonds. Alors, la réalité, c'est qu'on conserve la plateforme d'échange de crypto telle qu'elle est actuellement. Donc, vous pouvez continuer d'utiliser Binance sans qu'il y ait aucun changement. Et donc, dans le schéma actuel, à savoir que c'est Binance qui détient réellement vos cryptos. Et vous avez que des chiffres affichés sur une plateforme qui vous indiquent ce que vous détenez. C'est uniquement la confiance envers la plateforme. Après, il y a donc cette nouveauté qui vous permettra, si vous voulez, d'avoir en fait un pont entre la finance décentralisée et l'écosystème de Binance. Donc vous stockez vos cryptos, vous interagissez avec des applications de finance décentralisées, avec n'importe quel protocole, et vous pouvez rebasculer vers votre Binance plus simplement. Donc c'est un peu un intermédiaire entre les deux. On a aussi Kraken, un peu dans la même veine, qui envisagerait de créer son propre layer 2 d'Ethereum, d'après des informations relayées notamment par Coindesk. L'échange crypto Kraken, du coup, envisagerait de faire ça, un layer 2. Pour rappel, déjà pour commencer, c'est quoi un layer 2, Lilian, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ? Ouais, alors c'est une blockchain qui vient se baser sur une autre blockchain. En l'occurrence, là on parle d'une layer 2 d'Ethereum, donc c'est-à-dire qu'on va bénéficier de la sécurité d'Ethereum et de tout son écosystème, et on vient construire une blockchain dessus. Ça c'est vraiment très résumé, on a des layers 2 assez connus comme Polygon par exemple. Et donc cette actualité avec Kraken, elle n'est pas vraiment officielle, mais c'est un peu une stratégie de marketing qu'emploient en ce moment les entreprises, notamment aux États-Unis, à savoir on lance une rumeur par le biais d'un média et ensuite on laisse un peu monter la sauce et on lance officiellement cette annonce. Donc là pour le moment c'est encore une rumeur, mais ce qu'on sait c'est que Kraken s'intéresse aux solutions de type ZK Rollup, Zero Knowledge Proof. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fait partie des solutions de Layer 2 les plus en vogue en ce moment. Donc il s'intéresse particulièrement, comme je le disais, à Polygon, à ZK Sync aussi.
Et l'idée derrière, c'est un petit peu dans le même état d'esprit que pour Binance, c'est de permettre à leurs utilisateurs d'avoir accès en fait plus facilement à la finance décentralisée. Et ce qu'on constate, c'est que c'est une vraie tendance pour les plateformes d'échange de crypto en ce moment de s'intéresser à ces layers 2. En 2021, c'était plutôt les layers 1, c'était plutôt aller concurrencer Ethereum. Maintenant, ça s'est dépassé. Maintenant, on va chercher plutôt à se reposer sur Ethereum, à construire quelque chose avec Ethereum. La première en date, c'était Coinbase, qui a lancé Base, qui est une layer 2 d'Ethereum basée sur Optimism. On a aussi Binance, qui a lancé OPBNB, qui est en fait une layer 2 de sa propre blockchain, la BNB Chain, qui est basée aussi sur Optimism. Et donc là, on a Kraken qui s'y intéresse. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que toutes ces plateformes font ça ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, elles ont envie un peu de pouvoir proposer à leurs utilisateurs de faire leur premier pas dans le monde de la DeFi, tout en gérant quand même ces utilisateurs, en les gardant dans leur cercle à eux. Mais aussi, ce sont, en fait, il faut savoir, des solutions centralisées. Si on prend l'exemple de Base, c'est une layer 2 qui est totalement centralisée. Les validateurs de cette blockchain, ils appartiennent globalement à Coinbase. Donc, concrètement, c'est quoi l'intérêt pour les utilisateurs, l'intérêt potentiel ? Alors l'intérêt pour les utilisateurs, il faut se dire que ce sont des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose sur tout ce monde de la DeFi, et pour eux c'est une manière de le faire tout en restant quand même proche de leur plateforme avec laquelle ils ont investi. Par contre, l'intérêt, il est surtout pour les plateformes, et de dire c'est un peu notre blockchain, on fait un peu ce qu'on veut, on peut régler les paramètres qu'on a envie de régler, et notamment les frais. En fait, ils peuvent dire, tu es utilisateur de Coinbase, je peux te mettre des frais qui sont beaucoup plus faibles, parce que de toute manière, les validateurs, ils leur appartiennent. Donc en fait, c'est de aussi pouvoir, par exemple, vendre ça à des entreprises, de dire aux entreprises, vous venez, on vous met aussi des frais réduits, ou à l'inverse, voilà, on met les frais en fait à la hauteur qu'on veut, et donc ça leur permettra de générer aussi beaucoup plus de revenus grâce à ça derrière. Donc c'est une manière d'emmener leurs clients vers la finance décentralisée, mais tout en restant intermédiaires et les garder dans leur giron, c'est ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. Bon, on va tout de suite parler du marché crypto. On va faire un point quand même sur le marché crypto. Je le rappelle, le Bitcoin, plus 110% en un an. 35 400 $ à peu près à l'heure où on se parle. Laurent, est-ce qu'on peut faire un petit point quand même sur cette hausse ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, pas mal de questions. Est-ce qu'elle est solide ? Est-ce qu'elle est durable ? Est-ce qu'elle est solide ? Est-ce qu'elle est durable ? Alors, en introduction, j'ai envie de dire, si on se positionne du point de vue de la gestion de patrimoine et des conseillers en gestion de patrimoine, quand Bitcoin frôlait les 16 000 $, il y a pratiquement un an maintenant, tout le monde attendait qu'il aille à 12. Pour se positionner. Quand il est monté à 22, tout le monde attendait qu'il redescende en dessous de 20. Quand il est monté à 25, 26, tout le monde attendait, etc. Et maintenant qu'il est à 35, tout le monde attend qu'il redescende en dessous de 30 000 $ pour se positionner. Et en attendant, cher Jamy CZP, le Bitcoin a fait plus 110% dans une année où les marchés financiers n'ont pas fait d'étincelles. Le Nasdaq s'est plutôt très bien comporté, mais avec des écarts de comportement assez manifestes au sein des actions. Ce qui est intéressant pour nous, c'est d'analyser cette hausse du Bitcoin. Et je vais vraiment me focaliser sur Bitcoin parce que nous considérons que cette hausse est une hausse avec des fondamentaux classiques et traditionnels qui parlent à nos amis conseillers en gestion de patrimoine, qui nous parlent à nous et qui parlent à la finance traditionnelle. Ça veut dire que je vais mettre de côté, oui, 2024, c'est l'année du halving et du bull run. Oui, factuellement, il y aura un halving. Ça, vous leur en parlez pas de ça, de cette non, parce que narrative-là, c'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Et c'est typiquement le cas d'école les performances passées présagent des performances futures. Et en l'occurrence, on sait qu'en finance traditionnelle, non, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et donc, peut-être que le halving apportera une partie des réponses, mais on préfère, nous, s'intéresser à d'autres choses. Et la première chose qui nous intéresse et qu'on regarde quand on fait l'analyse des actifs financiers, c'est est-ce qu'il y a une pression acheteuse ou est-ce qu'il y a une pression vendeuse à court, moyen et long terme. Et quand on voit la liste des établissements financiers et pas des moindres, puisqu'on parle quand même de BlackRock aux États-Unis, la liste d'attente des acteurs qui souhaitent pouvoir proposer des ETF spot, on reviendra sur la définition et sur tout l'impact que ça aura, on se dit qu'il est quand même en train de se passer quelque chose d'assez important. Pourquoi ? Parce que c'est exactement comme si en France, vous aviez une liste d'attente des assureurs qui attendaient de pouvoir proposer du Bitcoin dans un contrat d'assurance vie. Ça veut dire que vous ouvrez un potentiel d'achat
qui est absolument considérable au niveau des États-Unis, notamment au niveau des mutual funds, c'est-à-dire tous les fonds de pension retraite des Américains. Et donc, la facilité avec lesquelles l'investisseur lambda pourra accéder à Bitcoin notamment, on est bien loin des sujets qu'on vient d'évoquer, des wallets, des clés privées, de la self-custody, etc., qui répondent à d'autres objectifs pour certains investisseurs. Mais on se dit que ça va se passer ailleurs, c'est ça. Là, ça va se passer ailleurs. Et surtout, du jour au lendemain, ce sont des dizaines de millions d'investisseurs qui vont se dire, ok, moi, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans. Dans mon plan de retraite, je vais mettre du Bitcoin à un horizon 10, 15, 20, 25 ans. Et donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire, vous avez une pression acheteuse à un instant T. Alors, nous, on considère que c'est un petit peu... il y a une anticipation du cours de Bitcoin par rapport à ces annonces, donc c'est ce qui fait la hausse du mois d'octobre. Après, le reste de la hausse de l'année, c'est sur d'autres fondamentaux. Ça, c'est le premier. Et ensuite, on considérera que cette hausse, ça va capter une partie des Bitcoins. Et quand vous mettez des Bitcoins dans cette optique-là, dans une allocation d'investissement, vous allez les acheter et ils vont plus bouger. Et on sait que la notion de rareté chez Bitcoin est quelque chose de très important. Yves en parlait extraordinairement bien lundi dans votre émission. Et donc ça va ajouter de la rareté, ça va un petit peu diminuer la liquidité de Bitcoin, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça contracte la volatilité. Et donc on va rapprocher Bitcoin des standards des actifs traditionnels. Et donc ça devrait plutôt rassurer les acteurs institutionnels dont font partie les conseillers en gestion de patrimoine. Et justement, tiens, les actifs traditionnels, on a souvent reproché à Bitcoin d'être trop corrélé au marché financier traditionnel, notamment par exemple au Nasdaq. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une décorrélation ? Est-ce qu'il y a toujours un lien ? Et si oui, lequel ? Alors, il y a le lien, il était... pour moi, c'était plutôt des dommages ou des avantages collatéraux. C'est-à-dire que l'année dernière, quand il y a une énorme contraction du marché, qu'est-ce qui se passe ? Les acteurs, quels qu'ils soient, les investisseurs, se disent « Ouh là là, je sens arriver du risque, je sens arriver de la volatilité. La première chose que je fais, c'est que je me désengage de mes actifs risqués. Les actifs risqués, les actifs numériques évidemment, les valeurs technologiques, donc le Nasdaq. Donc on se dit, c'est marrant, Bitcoin et le Nasdaq, normalement, ne sont pas censés se comporter de la même manière, c'est ce qu'on nous explique. Et là, ils se cassent la figure en même temps. C'est logique, mais c'est pas une notion de corrélation. Cette année, dans des contextes qui sont complètement différents, le Nasdaq s'est bien comporté, il a fait plus 30%, Bitcoin a fait plus 110%. C'est-à-dire 4 fois la performance du Nasdaq. On peut plus vraiment parler de corrélation entre les deux indices et Bitcoin. Oui, puis ce qu'on avait aussi déjà souligné sur ce plateau, c'est que depuis les événements, au moment des événements malheureux au Proche-Orient, il y a eu les actifs traditionnels financiers se sont pas bien comportés, la bourse a baissé, les obligations ont baissé, mais l'or a monté et le Bitcoin a monté plus que l'or. Comment on l'explique ? Ça veut dire que ça devient un actif à part entière ? Alors, ça va être plus des hypothèses et des suppositions, mais qui, mine de rien, dans le temps, sont quand même vérifiées. Oui, bien sûr, mais de mémoire, c'était pas arrivé avant. Alors, c'est-à-dire que, mécaniquement, ça veut dire que Bitcoin, aujourd'hui, apparaît... Je ne veux pas employer le terme de valeur refuge parce que c'est trop tôt pour le dire, mais ce sera un grand pas que je peux pas aujourd'hui m'autoriser à franchir, mais en tout cas il y a cette idée de se dire que les valeurs technologiques vont souffrir d'un événement géopolitique important, l'or et Bitcoin a priori un peu moins, en tout cas c'est ce qui est intégré dans le mode de pensée des investisseurs, en tout cas les gros investisseurs, et donc Bitcoin fait ce travail un petit peu justement de décorrélation et de se dire oula, ça chauffe un peu, je vais plutôt aller sur cet actif-là ou sur cette typologie d'actifs-là, l'or et Bitcoin pour pouvoir protéger mes investissements. Lilian, les gars, une réaction à ça ? Je suis assez d'accord sur la corrélation aussi entre le marché action et le cours du Bitcoin. De toute manière, on peut aller soit vers le haut, soit vers le bas. Donc forcément, il y a bien un moment donné, on va aller tous les deux vers le haut ou tous les deux vers le bas. C'est une corrélation qui est non significative tout simplement. Et on l'a remarqué cette année, le cours du Bitcoin c'est beaucoup plus détaché du marché action et a beaucoup mieux performé. Et pareil pour les valeurs refuges. Je trouve ça intéressant de voir que le Bitcoin, malgré le contexte qui est quand même compliqué en ce moment, performe plus que l'or ou performe plus que l'argent, qui sont quand même généralement des valeurs refuges. Est-ce que ça veut dire que le Bitcoin doit être considéré comme tel ? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Pour la première fois, on le palpe.
Et donc, je sais qu'on a un peu fustigé Bitcoin sur les dernières années en disant il n'a pas suivi son rôle de valeur refuge. En tout cas, parce le que rôle qu'on quelque voulait part, lui donner. il se comporte comme les autres actifs, quoi. C'est ça, Et c'est finalement, là, sur cette année-là, en tout cas, il a prouvé le contraire. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant à noter. Ouais. Mais Laurent? Ce qui est très intéressant aussi avec ce qui est en train, parce que tout le monde a les yeux tournés vers les États-Unis et ces fameux ETF, alors qui restent en attente pour l'instant. Bien sûr, c'est pas fait. C'est pas fait, mais on sent que la SEC est quand même, commence un petit peu. Mais si on se positionne en Europe, vous avez aujourd'hui énormément de structures qui proposent alors non pas des ETF spot, c'est-à-dire exactement le même sous-jacent, mais aujourd'hui, si vous disposez d'un compte titre, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des ETP. Alors, la nuance, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui répliquent exactement de la même manière que la performance de Bitcoin. Et là, vous avez un compte titre. Nos partenaires CGP chez Norcia peuvent acheter chez CoinShare, chez iShare, chez 21Share, chez ETC, chez un certain nombre d'acteurs européens régulés en Europe. J'insiste, c'est très important. Vous pouvez aujourd'hui vous exposer sur Bitcoin dans un compte titre tout à fait classique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à part des petites nuances juridiques, ce qui devrait peut-être se passer aux États-Unis, c'est-à-dire la potentielle arrivée dans les prochaines semaines, dans les prochains mois d'un ETF Bitcoin Spot. C'est déjà le cas en Europe, c'est ça? C'est déjà le cas. Alors, encore une fois, ce ne sont pas exactement les mêmes produits, mais peu importe, aujourd'hui, et ce sont des produits qui existent chez certains acteurs depuis 2015. Aujourd'hui, vous achetez un produit qui va s'appeler Bitcoin quelque chose, et c'est un produit qui va répliquer, moyennant quelques frais, exactement la performance de Bitcoin. C'est-à-dire que sur cette année, si Bitcoin a fait 110 ou 111%, vous auriez fait 108 ou 109%. Enfin, je n'ai pas les montants exacts en tête, mais donc ça réplique exactement la performance de Bitcoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'arrivée potentielle d'un ETF Bitcoin Spot, en tout cas du côté des États-Unis, n'aurait pas tant d'impact que ça de notre côté? Si, parce que aujourd'hui, par exemple, si je fais le parallèle avec le marché français, ce type de produit, vous ne pouvez pas le mettre dans un contrat d'assurance vie. Or, les mannes financières, c'est-à-dire la pression acheteuse qui arrivera de fait de la mise sur le marché de ce type de produit, donc aux États-Unis, les fameux fonds de pension, ça se fait au travers d'un ETF. Et globalement, c'est ce qui est anticipé dans les cours aujourd'hui, parce que on sent bien au travers à la fois des interventions politiques, du Congrès américain, des auditions qui sont faites de la SEC, on voit bien que la SEC commence à être un petit peu à court d'arguments et se ridiculise un petit peu pour expliquer que Bitcoin, ça reste le mal absolu et que c'est compliqué d'associer ça à de la finance traditionnelle. Donc on se dit que ça va venir. Et donc les cours sont forcément, un investisseur, son rôle, c'est aussi d'anticiper la bonne nouvelle. Pour autant, je ne pense pas qu'il la vendra le jour où elle arrivera. Oui, puis il y a deux choses. Là, il y a l'anticipation et après, il y a le flux de liquidité concret qui va arriver et qui potentiellement, pas un conseil d'investissement, mais potentiellement fera peut-être monter les cours. En tout cas, c'est notre anticipation au sein du groupe des LPK et de Norcia, c'est de se dire, oui, cette pression acheteuse va à minima soutenir le cours de Bitcoin. Donc on a envie de dire, aujourd'hui, si le cours est soutenu, allons-y, il n'y a pas de grand risque, et très vraisemblablement apporter une accélération de son cours sur l'année 2024. Et comme Bitcoin, c'est le maître étalon de tout le reste, et qu'il y a aussi des bonnes nouvelles sur Ethereum et sur un certain nombre de blockchains, oui, on anticipe sur les années 2024, 2025 et 2026 un comportement des actifs numériques qui reste extrêmement risqué, qui reste extrêmement volatile. Donc attention dans l'allocation, c'est quelques pourcents de l'allocation du client sur certaines typologies de clients, etc. Donc il faut être prudent, mais il faut absolument s'y intéresser. Oui. Bon, donc pour résumer, pour vous, en tout cas, quand vous parlez, par exemple, à des collègues ou alors à des conseillers en gestion de patrimoine, vous citez un peu le narratif suivant, c'est-à-dire ce qui fera potentiellement monter le cours du Bitcoin. Vous parlez pas forcément du halving, mais vous parlez effectivement de ce potentiel ETF Bitcoin Spot qui arriverait aux États-Unis. Certains disent, ça y est, c'est sûr qu'il va arriver cet ETF Bitcoin Spot, ce n'est qu'une question de temps. Est-ce qu'on peut en être certain? Et surtout, où est-ce qu'on en est concrètement pour l'instant du côté des États-Unis? Parce que vous le disiez, la SEC, donc le gendarme financier américain, se ridiculise un petit peu et un peu à court d'arguments. Est-ce qu'on peut pricer, entre guillemets, le scénario avec lequel la SEC serait obligée quelque part d'accepter
accepter un tel ETF, un tel produit? Alors, là encore, est-ce qu'on peut être certain? Non, parce que c'est pas nous qui décidons, donc, et qu'on n'est pas dans la tête de ceux qui décident. Par contre, on voit bien, encore une fois, dans ce qui se passe au niveau des pressions politiques, au niveau des procès en cours, parce que la SEC est aussi en procès avec certains acteurs qui reprochent à la SEC de ne pas décider et de reporter systématiquement les décisions et de fonder ces décisions sur des arguments jugés fallacieux. Alors ça, c'est la justice américaine, mais qui tranchera, mais jusqu'à présent, la justice américaine a toujours donné tort à la SEC. Et donc la SEC reporte, parce qu'elle en a le droit, ses décisions à chaque fois de 3 ou 4 mois. Donc je crois que la prochaine échéance, c'est en début d'année prochaine. Donc on peut anticiper que, je ne sais plus si c'est en février ou c'est mars. C'est janvier pour ARK Invest. Alors janvier pour ARK Invest, exact. Et BlackRock, je crois que ce sera au mois d'avril ou un petit peu plus tard. Mais donc le prochain rendez-vous, c'est janvier. Et donc on verra en janvier si c'est accordé. Après, la SEC peut très bien refuser dans un premier temps ARK Invest pour des raisons propres à ARK Invest, puis accepter BlackRock au mois d'avril pour se donner encore un petit peu plus de temps. Enfin, et après tout ça, c'est aussi un jeu très politique avec des enjeux financiers extrêmement importants. Donc, vous voulez savoir si moi je suis certain? Oui, je suis certain que dans le courant de l'année 2024, les ETF spot seront validés aux États-Unis. Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, vous n'êtes pas très avancé et c'est pas pour autant que ça s'avancera. C'est quoi, je ne sais pas si vous les avez, Lilian, les prochaines dates à surveiller, les prochaines étapes dans ce feuilleton réglementaire? Franchement, c'est un calendrier qui est assez dense, donc j'ai pas toutes les dates en tête. Je sais que c'est janvier pour ARK Invest, donc le premier à venir. Après, il y a une autre date dont on n'a pas parlé, qui est l'issue du procès dont tu parlais, Laurent, le procès entre Grayscale et la SEC. Donc la justice avait donné raison à Grayscale qui voulait convertir en fait un produit qui existe, le Grayscale Bitcoin Trust, en un ETF Bitcoin Spot. La SEC avait refusé, les arguments de la SEC ont été balayés et donc elle doit donner une réponse assez vite et je crois que ça viendra même avant cette demande d'ARK Invest. Et soit elle arrive avec des nouveaux arguments, ce qui risque quand même d'être un peu compliqué parce que ils ont envoyé tous les meilleurs arguments qu'ils avaient et ils ont déjà été balayés, donc ils peuvent quand même s'acheter un peu de temps en disant non, finalement, on a trouvé un autre argument. Ou alors, ils vont être dans l'obligation d'accepter cette conversion. Et auquel cas, s'ils acceptent, là, il y a aussi un débat de dire, si on accepte en premier Grayscale, on lui offre quand même une autoroute parce que le premier arrivé va obtenir le plus de liquidité. Et donc, peut-être qu'on pourra avoir un scénario où finalement, on va avoir la vague de tous les ETF Bitcoin Spot qui vont être acceptés en même temps, soit à la date limite de ARK Invest, soit peut-être à celle de Grayscale. Ouais. On parle des États-Unis, on parle aussi de chez nous en Europe. Est-ce que vous savez, messieurs, si l'acceptation de ce fameux ETF aux États-Unis aurait un impact dans d'autres régions du monde? On parle parfois de l'Asie. Est-ce qu'il se passe des choses dans d'autres régions du monde auxquelles vous seriez renseigné? En termes de régulation, ça c'est certain. Je sais qu'on est assez renseigné sur ces sujets en Europe. Aux États-Unis, on ne va pas en parler puisqu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à raconter. En revanche, oui, en Asie, on voit que depuis environ 1 an, les choses commencent à rebouger à nouveau. Quand on parle de l'Asie, on pense évidemment à la Chine qui s'était fermée aux cryptos il y a plusieurs années et qui, par le biais de Hong Kong, comme souvent, commence un petit peu à se réouvrir, à rejeter un petit œil sur ce qui se passe dans cette industrie. Et ils ont accompagné Hong Kong à construire un nouveau cadre réglementaire, un petit peu à l'image de ce qu'on fait en Europe, c'est-à-dire construire quelque chose de tout nouveau. On ne reprend pas ce qui est déjà existant, on construit quelque chose de tout neuf. Sauf que eux, ils sont beaucoup plus laxistes parce qu'ils ont du retard à rattraper. Donc ils ont envie vraiment d'avoir un terreau qui est assez fertile, qui donne envie aux entreprises de venir s'y implanter. Donc ils ont fait même un appel aux entreprises il y a quelques mois. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que ils ont perdu quand même de leur attractivité, notamment par le fait que la Chine s'était fermée aux crypto-monnaies. Donc ça bouge quand même pas mal en Asie. On voit qu'il y a beaucoup d'actifs numériques liés, on va dire, au marché asiatique qui ont beaucoup performé pendant cette période où Bitcoin oscillait un petit peu entre 25 et 30 000 $, voire reculer un petit peu. Donc le marché asiatique bouge, mais pour l'instant, on a du mal à trouver, à savoir en tout cas sur quel actif se positionner et dans quelle direction ça va aller. Laurent, très rapidement, si vous aviez un message à faire passer à vos amis CGP, conseillers en gestion de patrimoine, qu'est-ce que vous leur diriez sur ce marché? Ce que je leur dis depuis 1 an, mais je prêchais parfois un peu dans le désert et j'étais
honnêtement parfois un peu à court d'arguments, parce que quand vous prêchez, puis vous avez FTX, Terra Luna, etc., qui vont tomber dessus. L'actualité vous a pas aidé. C'est compliqué, mais ce que je dis un an après, notre position, d'abord, elle est invariable, elle n'a pas changé. Nous conservons une vision de ce qui va se passer dans les 3, 5, 10 ans qui viennent sur ces sujets-là, qui, du point de vue de la gestion de patrimoine, est intéressante et opportune. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le travail de nettoyage a été fait, entre guillemets. Il y aura certainement d'autres sujets à appréhender. Et surtout, la réglementation est véritablement en train de se mettre en place auprès des différents acteurs. SG Forge a été le premier acteur à recevoir l'agrément PSAN. D'autres acteurs suivront. Et donc, ça permettra aux institutions financières d'échanger de manière beaucoup plus égale à égale avec ces acteurs-là sur des sujets qui sont extrêmement clairs. Et donc, ce que je conseille à nos partenaires et à l'ensemble des conseillers en gestion de patrimoine, c'est de continuer à se former et s'informer sur le sujet. Vous avez de plus en plus d'acteurs, Conhouse, Meria, Alpha, enfin bon, il y en a plein qui forment et qui expliquent ces éléments-là pour ensuite trouver le bon produit, que ce soit en compte titre, que ce soit directement en self-custody, que ce soit autour de mandat de gestion. Donc, continuez de vous intéresser et ne passez pas à côté de l'année 2024, ce serait dommage. Informez-vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Laurent Auvion, directeur innovation crypto chez DLPK. Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos. Merci d'avoir été avec nous. Merci Amaury. Bonne journée, bonne soirée. À demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.